On va démarrer. Merci de nous avoir rejoints pour ce live Meetup, cette webconf. Aujourd'hui, avec nous, Jean-Michel Torres, qui nous rejoint depuis Montpellier, où se trouve Quantum d'IBM France. Jean-Michel nous a proposé de faire une série sur l'informatique quantique, une série découverte. Et donc, on commence aujourd'hui cette série avec Jean-Michel. Jean-Michel, ouais, tu t'es unmuté, super. Merci de nous avoir proposé de faire cette série. Et puis, pour ce premier épisode, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Par contre, tu vas nous permettre, sur les trois prochains, enfin sur les deux prochains, d'aller en faire un deep dive, mais on commence aujourd'hui par une découverte. Je te Voilà. laisse la parole, Jean-Michel. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sébastien. Merci, Philippe, pour organiser également. Merci à vous tous d'être présents. On va passer la jauge des 100 ça y est, 101. Donc, je suis ravi. Vraiment, tout le plaisir est pour moi. Et effectivement, j'ai proposé de faire 3 fois la conférence, enfin, de faire 3 épisodes parce que, depuis que je fais ça, j'arrive pas à tenir quoi que ce soit dans 3 quarts d'heure. Mais donc, on va découper et aujourd'hui, on va faire une première approche de qu'est-ce que c'est, pourquoi ça s'appelle physique, pourquoi ça s'appelle ordinateur quantique, qu'est-ce qu'on en attend, comment ça, enfin pas comment ça marche, ça on le verra la fois prochaine si vous êtes là. On va voir quels sont un peu les cas d'usage et qu'est-ce qu'on espère de cette science-là. Voilà. Et puis enfin, donc la deuxième fois, je vous montrerai un peu comment ça marche, comment on fabrique un ordinateur, s'il y a des ordinateurs, combien, etc. Et on fera une petite démo et on ira voir les machines vraiment. Et puis, dans la troisième partie, pour ceux qui veulent jusque-là, on regardera rapidement comment on programme, comment vraiment on fait faire quelque chose à cette machine. Voilà, donc merci. Et puis, sans plus attendre, je démarre. Et donc, comme j'ai eu quelques soucis dans la matinée, j'ai même eu une coupure électrique, si vous voulez savoir. Ça nous a inquiété. 1 minute, on n'avait plus d'électricité. Et là, on s'est dit, ça va devenir dur. Bon, ça, c'est revenu à la normale, donc on peut commencer. Sébastien, donc si c'est toi qui tourne. Je vais croiser les doigts, on va croiser les doigts. Je vais faire une chose que j'ai oublié de faire, je vais lancer le record pour pouvoir proposer un replay, parce que j'ai oublié de le D'accord. faire. Ah, Et hop, voilà. This meeting is being recorded. C'est la deuxième fois que ça m'arrive aujourd'hui. Enfin, entre hier super. et aujourd'hui. Ok, allez, on y va. C'est Je parti. ferme Donc, ça. je veux bien changer de page. Voilà. Donc là, je vais vous proposer une première discussion là sur qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça s'appelle un ordinateur quantique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je ne sais pas si on voit bien l'article à gauche ou si on voit tout. En tout cas, enfin, j'ai préparé ça hier. Je suis allé sur Internet, j'ai cherché quantum computing, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé, alors je vous fais grâce, il y avait une vingtaine d'articles qui étaient parus là le jour même ou la veille, quoi. Alors voilà, par exemple, pour dire de quoi ça parle, ben voilà, vous voyez 2 personnes là qui sont penchées sur un espèce de dispositif un peu bizarre, un peu compliqué, et ils sont en train de faire peut-être un réglage sur un bout d'ordinateur quantique, un circuit quantique, et on nous dit là que, eh ben, il y a une grande nouvelle, c'est une nouvelle formidable, on peut maintenant faire des ordinateurs quantiques au-dessus de 1 degré de température. C'est marqué dans le titre au milieu. En fait, c'est 1 degré Kelvin. 1 degré Kelvin, c'est moins 272 degrés Celsius. Donc c'est déjà très très froid. Et pourtant, c'est considéré comme un progrès. Aujourd'hui, les ordinateurs d'IBM et d'autres, Google, Rigetti et d'autres, fonctionnent plutôt à 50 fois moins, 50 fois plus froid que ça. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on est à moins 272 degrés, 50 fois plus froid que ça, c'est difficile à imaginer. Euh, c'est juste qu'on va 50 fois plus près du zéro absolu. Voilà. Donc ça, c'est une condition, on voit apparaître déjà quelque chose d'un peu compliqué. Donc si tu veux voir la seconde charte, la page d'après. Merci. Donc pareil, on voit toujours notre chandelier à droite. Alors à droite, sur l'image, on voit un écorché de la machine IBM, et on appelle ça un chandelier. Quand on le voit de loin, on comprend pourquoi. Et puis toujours à gauche, voilà, donc là on voit mieux la date, 14 avril, euh, les, on découvre des particules de bosons qui permettent de comprendre le quantum computing. Et alors bon,
difficile de savoir exactement et précisément de quoi ça parle si on n'est pas dans la physique. Et puis c'est de la physique fondamentale là, mais bon, on voit aussi que c'est pas n'importe qui parle, c'est le laboratoire de recherche de l'armée américaine. Bon. Là aussi, ça plante un peu le décor, c'est-à-dire que les, les enjeux autour de du calcul quantique sont importants. Vous avez peut-être noté qu'en janvier, Paula Forteza, qui est une députée La République En Marche, a rendu un rapport au Premier ministre de manière assez formelle, un rapport sur les technologies quantiques en France et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc là, vous voyez que l'armée américaine s'intéresse à ça. Pareil, c'est un article de sciences et de physique quantique. On peut passer à la page suivante. Voilà, encore un autre. Alors, je vous ai dit, il y en a tant et plus, hein, des articles sur le sujet. Et là, on s'éloigne un peu de la physique fondamentale pour parler un peu de qu'est-ce qu'on peut envisager comme application. Alors là, pour le coup, évidemment, ça c'est paru hier ou avant-hier également. Là, on nous dit que on pourrait mettre en service, enfin faire appel à l'intelligence artificielle et au quantum computing pour aider à combattre le coronavirus. Rien de moins. Bon, là, je pense que c'est un peu un article qui appelle, comme on dit poliment, qui appelle les clics. Et puis on y voit ensuite quelques arguments pourquoi, comment on peut positionner l'IA d'un côté, quantum computing de l'autre. Et pour l'instant, l'article ne mêle pas du tout les deux sujets dans de la recherche de la recherche en biologie, quoi, en fait. Voilà. Donc, encore une fois, par touche, là, vous voyez approcher les sujets dont on peut parler et que je vais commenter. Alors, si on peut aller à la page suivante. Merci. Là, on a aussi affaire à des gens sérieux. C'est le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Pareil, la date, c'est hier. Et là, ils ont trouvé comment on pourrait faire d'autres systèmes qui permettent de faire du calcul quantique. Alors nous, on parle plutôt, actuellement dans les technologies, on parle plutôt de manipuler des atomes et des spins d'électrons ou des photons pour faire du calcul quantique. Là, ils parlent de molécules. Donc les molécules, c'est un peu plus gros, mais on voit que c'est au prix d'un refroidissement qui est encore plus important, puisque on voit en bas à gauche dans le milieu 200 millionièmes de degrés Kelvin. Donc encore plus bas que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Ça pose aussi un certain nombre de problèmes technologiques, mais les chercheurs sont là pour les résoudre. Donc voilà un peu pour vous plonger dans qu'est-ce que c'est, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que cette affaire. Oui, il y a des applications, on est ambitieux, on peut parler du coronavirus, mais voilà, au fond, les machines, elles sont dans une science, et donc la physique quantique, et on voit que c'est d'abord que c'est une science en ébullition. En fait, cette recherche sur les machines quantiques, c'est vraiment en ébullition. Beaucoup d'universités et de laboratoires de recherche dans le monde sont très actifs et produisent énormément de résultats. Pour autant, on va voir qu'on n'en est pas encore on n'est pas encore à ce qu'on voudrait, c'est-à-dire avoir un ordinateur quantique qui calcule en biologie au niveau de nous aider à trouver quelque chose à dire sur le coronavirus. Alors si on passe à la dernière page, là j'ai juste mis un extrait, c'est un autre aspect de l'affaire. Ça, c'est un extrait, juste un petit zoom, là, inutile de chercher à voir, d'un article qui a été produit par le laboratoire d'IBM à Zurich sur un algorithme quantique qui permet de calculer l'espérance mathématique d'une distribution d'une manière beaucoup plus rapide que sur un algorithme classique. Et là, alors vous voyez, c'est compliqué. Il y a pire, il y a plus simple, et c'est compliqué. On voit tout de suite, bon, c'est un vrai article de science. Et ce que je veux adresser là aussi, c'est l'aspect algorithme. Les algorithmes quantiques sont également une science à part entière. Et de la même manière qu'on a vu qu'il y avait pas mal d'avancées, enfin, ou de recherches, et oui, et de publications côté physique, un autre domaine important du quantum computing, c'est la recherche en algorithmie, quoi. Il faut aussi, on va voir aussi aujourd'hui et puis dans les semaines à venir, que on va pas traduire des programmes qu'on a déjà. On va pas faire du portage en Python et en Qiskit. On va pas faire du portage d'applications existantes.
il va falloir aller au fond du fond, reprendre la notion de bits qui sont à 1 et à 0, reprendre la notion de logique de base, et on va entrer dans une logique qui est absolument pas la même. Et donc, il va falloir reconstruire à partir de là un certain nombre de composants logiciels et donc les mettre en œuvre, les découvrir, les mettre en œuvre, et puis les faire fonctionner. Et ensuite, le but du jeu, là où les deux se rejoignent, entre la science, la technologie et puis l'algorithmique, le but, c'est de trouver à faire grandir les deux de manière équilibrée pour pouvoir tourner des algorithmes je dirais, qui produisent quelque chose qui est de grande dimension. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et quand je dis de grande dimension, ça veut dire que l'algorithme sera plus utile que s'il est tourné sur une machine classique, plus rapide. Voilà pour cette introduction un peu sur l'ensemble du domaine. Et si on veut passer à la page suivante, on va revenir un tout petit peu sur une photo. Moi, j'ai une question pour toi, et peut-être que d'autres l'ont, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'informatique quantique, Jean-Michel? Ah ben voilà, merci. Justement, parce que, et on le verra sur cette photo qui est un peu historique et évocatrice, et puis sur la slide juste après, parce que justement, on l'a vu, hein, ces machines, elles sont bizarres, et je vous l'ai dit, elles font intervenir des phénomènes de physique. Les principes du calcul quantique se font en bâtissant, justement en déconstruisant, mais en rebâtissant d'une logique et un paradigme de calcul qui tient en compte, qui prend en compte et qui prend avantage de certains phénomènes quantiques. Alors, je ne vais pas vous faire une introduction très précise et très rigoureuse à ça et comment ça marche et tout. Là, on n'a pas le temps matériel. Rien que pour définir un qubit, il me faut 3/4 d'heure, quoi. Mais parce que une fois qu'on a fait ça, après on peut le manipuler, quoi. Mais on va le voir juste sur la page d'après. Donc ici, voilà, pourquoi physique quantique? Parce que toutes ces personnes, ça c'était la photo du congrès de Solvay en 1927, vous avez reconnu, merci, vous avez reconnu au centre Albert Einstein, et tous les autres sont enfin, je crois qu'il y a une vingtaine de prix Nobel là-dedans. Il y a une dame en bas à gauche, 2 rangs à gauche d'Einstein nous faisant face là, et c'est Marie Curie, qui elle a eu 2 prix Nobel. Bon, mais c'est la seule dame. On peut passer à la charte d'après, merci. Voilà. Alors, je vais m'en tenir là pour ce qui est de la physique quantique. Euh, et les phénomènes qu'on exploite sont ceux-ci. Puisqu'on parle de physique quantique, on parle de niveau. Alors, c'est-à-dire que la physique quantique, le premier principe, c'est le mot quantique, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à tous les niveaux. Les niveaux d'énergie sont discrets. Un atome d'hydrogène, son électron peut avoir un niveau d'énergie ou un autre, ou encore un autre, mais pas entre les deux. Alors, donc ça, c'est la quantification. Et la quantification, ensuite, elle se manifeste dans les deux autres arguments qui sont là, qui sont la superposition et la mesure. Alors, la superposition, c'est le fait que il existe un certain nombre de niveaux d'énergie pour un objet, ou un certain nombre d'autres paramètres qu'on peut observer. Eh bien, et évidemment, ce sont des niveaux discrets. C'est comme si vous étiez sur un escalier. Sur un escalier, vous ne pouvez pas vous arrêter à une demi-marche. Vous êtes sur la marche du dessous ou sur la marche du dessus, mais pas, vous ne pouvez pas vous poser les pieds sur une demi-marche. Alors que sur une pente de terre, oui. La superposition, donc la quantification, c'est ça. Et la superposition dit, elle, par contre, et c'est compliqué, c'est contre-intuitif, c'est difficile à imaginer, voire pas imaginable, mais les mathématiques marchent très bien. Et la superposition dit qu'en fait, si, quand vous ne regardez pas votre objet quantique, quand vous ne regardez pas votre électron, il est à la fois dans les deux états. Il est dans une combinaison linéaire de ces deux états, 0 et 1. Donc on a à la fois un mélange d'une idée qui est la physique quantique quantifie les choses, et en même temps, ces quantités-là, enfin l'état de quelque chose qui ne peut être observé que dans deux niveaux, cet état-là, il est superposé. Alors ensuite, on dit qu'on mesure, et la mesure, elle est destructive de l'état quantique. Elle ne détruit pas l'ordinateur, je vous rassure, mais elle détruit l'état quantique,
C'est-à-dire que une fois qu'on a mesuré, on pose une question au système qui se trouve être en superposition, mais il va nous répondre ou que 1, il va nous répondre 0 ou 1, il ne peut pas nous répondre autre chose. Je suis sur une marche d'escalier ou sur une autre, et puis c'est tout. Par contre, une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai obtenu la mesure, j'ai, on dit, effondré la fonction d'onde, ou j'ai détruit mon état quantique. Ça veut dire, en informatique quantique, que on va faire un calcul, et qu'à la fin de ce calcul, on va faire une mesure, on va opérer une mesure, et puis le calcul s'arrête. On peut le recommencer, mais on ne peut pas le poursuivre. Donc on lance, on a un résultat, et puis c'est tout. On n'a pas de notion. Alors après, on a des artifices. Hein. Pour continuer un calcul, on a des artifices. C'est-à-dire qu'on le reprend, on rechange un certain nombre de paramètres, on réentre, on fait comme ça une sorte de bouclage qui va converger vers un résultat. C'est un artifice. Dans un calcul, dans un circuit quantique, on rentre, on calcule, on mesure, on sort. Voilà. Et ça se fait alors avec ce qui est tout en bas, des gates quantiques, c'est-à-dire des sortes de portes, comme on a des portes et des portes OU, des portes XOR et des portes NAND en logique de nos circuits classiques, on va avoir des portes, un jeu de portes qui sont quantiques. Alors elles sont, par exemple, on peut pas faire un et en quantique. On peut pas dire quel est le résultat de A et B. On ne peut pas le faire. Et pour ça, il y a une raison, c'est que on violerait une des lois de conservation d'énergie. Et donc, on ne peut faire. Alors, et laquelle? Eh bien, le fait est que, comme on conserve l'énergie, les manipulations qu'on fait sur notre qubit doivent être réversibles. Elles ne l'étaient pas, on ne conserverait pas l'énergie. Alors, c'est le cas de la mesure d'ailleurs, hein, mais mesure mise à part, il faut que les gates, les manipulations soient réversibles. Et ça, c'est un avantage énorme. Aussi, alors, juste pour préciser, quand je fais A et B et que j'ai 0 en résultat, j'ai perdu de l'information. Ce n'est pas réversible. Je ne sais pas si A valait 0 ou si B valait 0. Je sais que l'un des deux valait 0, mais j'ai perdu de l'information. Et ça aussi, du point de vue de l'énergie, on voit qu'on a perdu quelque chose. Donc on a de la non-conservation. Bref, nos portes quantiques, elles ont d'autres noms. Alors, elles s'appellent Hadamard, elles s'appellent rotation autour de l'axe X, rotation autour de l'axe Y, rotation autour de l'axe Z. Il y en a d'autres. On a un jeu de portes. Et vous voyez qu'elles sont, ces portes-là, alors c'est là que peut-être quand je vais parler de rotation, vous allez regarder à gauche. À gauche, c'est une représentation sur une sphère des états possibles d'un état quantique, ou de ce qu'on appelle un quantum bit, c'est-à-dire un bit quantique. Donc le bit quantique, là, si on regarde dans la sphère, il se trouve en position psi. On voit qu'au pôle nord, il y a un état 0, au pôle sud, il y a un état 1, et puis mon état, l'état de mon bit quantique, en cela, il est très différent d'un bit classique, il peut exister dans n'importe quel point de la sphère, donc il a une richesse de contenu d'information qui est sans commune mesure avec un bit classique, et donc il peut exister dans n'importe quel point de la sphère, on peut le faire manipuler dans n'importe quel point de la sphère. Par contre, on va le mesurer systématiquement. Quand on va le mesurer, on va mesurer sur 0 ou sur 1. Et si là, par exemple, il est comme ça, dans cette étape-ci, la probabilité de mesurer 0 va être proportionnelle à l'angle θ. En fait, au carré du cosinus de l'angle θ, peu importe. Ce qui veut dire que quand on va faire des circuits quantiques, quand on va lancer des expériences sur les machines, il faudra, c'est fondamental, si on veut savoir quelle est la valeur de psi, il va falloir, ou de θ, ce qui revient au même, il va falloir exécuter le calcul plusieurs fois, un grand nombre de fois. Et par défaut, on va exécuter 1024 fois sur les machines d'IBM pour obtenir θ, ou pour obtenir psi, qui revient au même. Voilà. Et avant de quitter cette page, on a aussi quelque chose qui donne une richesse encore supplémentaire en termes de dimension du calcul qu'on peut faire. C'est ce qu'on appelle l'intrication, entanglement en anglais. Ça veut dire que quand on a plusieurs qubits, et aujourd'hui la jauge est à 53 qubits chez Google, 53 qubits chez IBM, et on verra aussi, c'est pas le plus important l'histoire des qubits, mais il y a aussi la qualité des qubits, mais peu importe. Le fait qu'on ait 53 qubits et qu'ils puissent, eux, être intriqués, fait que, théorie, on va faire un calcul qui se déroule dans un espace de 2 puissance 53 dimensions. Donc c'est un calcul qui est monstrueux, avec juste 53 petits atomes. On peut faire un calcul qui est
dans un espace de 2 puissance 53. 2 puissance 53, on ne peut pas l'écrire sur aucun papier, quoi. C'est monstrueux. Alors, et c'est ça, c'est grâce à ces règles de la physique quantique que, et en reposant là-dessus, en exploitant ces règles-là, qu'on peut espérer obtenir alors un calcul qu'on ne peut pas faire par ailleurs, un calcul qui a une particularité différente de ce qu'on sait faire en calcul classique. Jean-Michel, juste pour te dire qu'il y a plein de questions qui tombent dans le chat. Voilà. Donc, juste pour. Donc, il y a Kevin qui demande si tu es physicien, informaticien. Alors, moi, je suis électronicien à la base. Et en fait, il faut, pour s'intéresser à cette science-là, il faut pouvoir. Alors, c'est pas tellement la physique. La physique, en fait, il y a plusieurs voies. Mais disons que on est à l'intersection de 3 sciences qui sont, ou 3 ou 4 même, qui sont passionnantes. On est à l'intersection de la physique, parce qu'on va parler de physique quantique, des mathématiques, parce que très vite on passe au modèle mathématique. Alors, il est pas très compliqué, mais bon, il faut pas. On va voir très vite des matrices avec des coefficients complexes dedans. On va faire des produits de matrices. On va faire du calcul avec des nombres complexes. C'est jamais monstrueux au point où j'en suis arrivé. Et moi, je ne suis pas chercheur. Je suis électronicien, ingénieur de formation, mais ce sont jamais des calculs monstrueux. Mais bon, il faut aimer un peu les maths. Et puis après, on est aussi l'autre science qui vient vite, c'est l'algorithmique. Voilà. Donc c'est à la fois la partie algo de l'informatique, pas tellement le codage, je dirais, enfin quoique. Bon, bref, ça dépend, hein. Chacun va trouver sa place et peut trouver sa place et une direction là-dedans. Et donc à la fois les maths, l'algo et la physique. Et voilà. Alors je dirais qu'il y a, comme je l'ai montré un peu au début avec mes pages d'articles là, il y a vraiment 2 directions, hein. Il y a les gens qui s'occupent de faire grandir les algorithmes et qui font plutôt des maths et de l'algo et du codage, et les gens qui font grandir les machines et qui font plutôt de la physique et des maths. Il y a plein de questions dans le chat. Donc, ce que je propose, j'en reprends une autre, et puis après, on passe à la page suivante. Donc, compte tenu des calculs nécessaires pour avoir un 0 ou un 1, pourquoi chercher à reproduire un bit plutôt que de réinventer un nouveau paradigme? Waouh. Ça, c'est Idriss qui pose la question. Ouais, c'est vrai que je n'est pas super simple à. Je vois pas exactement la question, mais alors les bits aujourd'hui, le calcul classique est puissant. On code beaucoup d'informations, on a beaucoup de données, certes. Mais là, on oublie ce paradigme-là parce que, alors on peut y répondre un tout petit peu plus tard, donc je le fais rapidement, mais parce qu'il se trouve, enfin si la question c'est pourquoi se mettre dans une difficulté technologique, la réponse est parce qu'il se trouve qu'il y a des choses qu'on ne sait pas calculer aujourd'hui avec des ordinateurs classiques. Alors ça fait 30 ans qu'on ne nous dit pas ça, hein. Ça fait 30 ans que dans l'informatique, on nous dit, regardez tout ce qu'on sait faire avec Java, avec les web, avec les téléphones portables, avec les databases, avec un monde de technologie qui résout énormément de problèmes, oui. Mais on ne nous dit pas qu'il y a des petites zones d'ombre où il y a des calculs qu'on ne sait pas vraiment faire. Voilà, j'aurai 3-4 exemples. Alors j'espère que ça répond. On verra si j'ai un feedback si on a un feedback dans le chat. Et Yannick nous dit, j'ai du mal à comprendre quelque chose, car 2 puissance 53, ça ne fait que... il y a 12 chiffres. 2 puissance 53, non, ça fait plus que 12 chiffres, je pense. 2 puissance 53, ça doit faire une quarantaine de chiffres. J'en ai pas 40 là. Bon, ça fait beaucoup. Ouais, mais ça fait beaucoup ensemble. C'est la différence entre un registre de 53 bits qui peut avoir toutes ces valeurs-là qui sont différentes, et ça en fait beaucoup, et un système qui est dans un espace de dimension 2 puissance 53, et qu'on peut manipuler dans cet espace-là pour en tirer une solution à un certain nombre de contraintes. Et là, 2 puissance 53, c'est 2, 3. Oui, moi j'ai 4, enfin, alors j'ai dû me tromper, mais ouais, je me suis trompé. Là, j'ai 2,91, bon, peu importe. Non, mais c'est un grand nombre, 2 puissance 53. Rappelez-vous que le jeu d'échecs
du roi Issa avec deux graineries sur la première case, 4 graineries sur la seconde case. Au bout de 64 cases, c'était incommensurable, quoi, le nombre de graineries qu'il fallait payer. Ok. Alors, on va accélérer, puis après on pourra aussi... bon. Alors voilà, en écho, alors ça c'est une photo qui est célèbre également, bien moins que celle du congrès Jean-Michel, privé. Oui, excuse-moi, Philippe, là, j'ai deux petites questions. Il y a Emmanuel qui demande s'il a bien compris. S'il effectue 1024 mesures et qu'il trouve 512 fois la position 1, 512 fois la position 0, est-ce que cela signifie que la valeur du qubit sera de 0,5? alors, ça signifie, merci, excellente question, mais là on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui a déjà un petit peu regardé. Ça signifie que le vecteur sur la sphère, il était à l'horizontale, il était sur l'équateur. Et comme il est sur l'équateur et qu'on ne mesure que par rapport à 0, le nord ou le sud par rapport à 1, il va nous rendre la moitié de 0 et la moitié de 1. Donc ce qu'on obtient, c'est la mesure de l'angle θ qui se trouve être pi sur 2 dans ce cas-là. Mais oui, voilà, c'était correct. Ok, et une autre question, que penses-tu de la librairie TensorFlow Quantum, si tu as un avis là-dessus? Voilà. Alors, TensorFlow Quantum, ouais, c'est quelque chose qui a été annoncé assez récemment, je pense, ou mis à jour par Google. Donc, c'est quelque chose qui se programme avec une bibliothèque qui s'appelle Cirq, qui est, et puis qui fonctionne ensuite sur les mêmes ordinateurs. Vous pouvez faire tourner ça sur IBM ou sur Google. Vous pouvez aussi utiliser TF, un TensorFlow, dans Qiskit, et dans Qiskit qui est plutôt la bibliothèque, la bibliothèque Python qui est plutôt fabriquée par IBM. Donc TensorFlow permet en effet de commencer à fabriquer à faire un peu de machine learning et à fabriquer des neurones artificiels. Encore une fois, alors TensorFlow, c'est TensorFlow. Après tout ça, vous savez, hein, ce sont des couches. Il y a la machine, il y a son système d'exploitation. En l'occurrence, il n'y en a pas chez nous, enfin, dans le quantum. Et ensuite, il y a la manière dont on programme. Et effectivement, une tendance, et chez IBM comme chez d'autres, c'est de commencer à produire des bibliothèques de niveau un petit peu plus élevé que d'aller programmer porte par porte. Comme on aurait l'analogie avec les et les ou, on peut faire un additionneur, un multiplieur, etc. On peut tout refaire à la main, c'est long. Eh bien, dans le calcul quantique, il y a ce même phénomène qui est naissant, et de dire, on va s'équiper de librairies avec des primitives de plus en plus abstraites, voilà, et qui permettent de faire des calculs sans avoir à revenir à la physique. Ok, merci Jean-Michel. Avec plaisir. Donc cette photo, c'est 1981, c'est un peu un écho à la photo de 1927, et là-dessus, on trouve des gens qui aussi ont eu, alors moins des prix Nobel, parce que enfin si, il y a Richard Feynman, donc il y a eu un prix Nobel de physique, mais il y a aussi des gens, plutôt des médailles Fields, voilà, parce que ce sont plus des mathématiciens, et des divers prix. C'est rigolo ou pas, mais il y a à peu près la même proportion de dames, puisqu'on en voit deux, une près de l'arbre du centre, juste à droite, et puis une qui est 3 rangs à droite. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'a pas évolué sur les 50 ans qui séparaient les deux photos, mais qui est probablement en train d'évoluer. Bon, c'est une parenthèse, on peut passer à la charte suivante. Donc en écho aussi à ce que je vous ai montré sur la physique quantique, il se trouve qu'il y a aussi cette science du quantum computing, où on va redéfinir la théorie de l'information quantique, en fait. Alors, je passe les étapes. En fait, je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, à part s'il y a des questions, de manière à ce que je puisse aller à peu près au bout du déroulé. Bon, alors, la charte dit aussi qu'il y a beaucoup de contributions sur 40 années, qu'il y en a pas mal chez IBM, et bon, ça fait un peu l'histoire des étapes majeures. Alors, voilà. Maintenant, sur ce dessin-là, on voit, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre assez vite quand on regarde ce qui se passe dans la coupure de presse de l'informatique quantique. Il y a eu, à un moment donné, et ça s'est un peu calmé depuis, je dirais depuis 6 mois, ça s'est un peu calmé, il y avait la course au qubit. Alors, IBM voulait annoncer une machine à 50 qubits. C'est ce qu'on a fait, on a fait 53. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas, cette machine à 50 qubits, elle est très bien, elle a 50 qubits, mais elle a d'autres défauts. Il y a aussi la qualité du qubit qui compte, donc le taux d'erreur. À chaque fois qu'on fait une porte, on a
un risque d'erreur. La connectivité entre les qubits, on est sur un graphe planaire, donc les qubits sont connectés entre eux, mais ils ne sont pas tous connectés entre eux directement. Il y a une notion de topologie, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Et voilà. Et ce qu'on dit, c'est que, OK, on a annoncé 53 qubits, on l'a fait. Google voulait partir sur 72 qubits, ils ont atterri à 53. D'autres vous disent qu'ils auront 128 qubits ou qu'ils vont doubler le nombre de qubits chacun, etc. Bon, très bien. Il n'y a pas que ça. Ce qu'on dit, et ça, c'est quelque chose qui commence à être adopté dans l'industrie. D'ailleurs, Microsoft a repris ce terme de quantum volume, de volume quantique, dans une annonce récente, il y a 20 mois, je dirais maintenant. Ils ont parlé de ça. Et on cherche parce que l'industrie adopte un standard. Alors, IBM a proposé celui-ci. Il a l'air d'être, il est toujours un peu critiqué, hein, mais il a l'air d'être validé. Et le volume quantique, bon, bah, c'est une mesure un peu abstraite. C'est comme le RPF, quoi. C'est une mesure relative, ou comme les MIPS. Ça ne veut pas dire quelque chose de très précis pour une application particulière, mais ça donne une idée du volume de calcul qu'on peut obtenir d'une machine, d'une sorte de performance. Alors le dessin à gauche dit que si vous vous dirigez seulement à augmenter les qubits, ben vous n'aurez pas augmenté forcément le volume de votre petit cube. Par contre, il faut aller sur la diagonale, c'est-à-dire à la fois augmenter le nombre de qubits et améliorer la qualité des qubits. Et sur la vue de droite, nous avons réinventé la loi de Moore. Non, je plaisante, mais en fait, IBM annonce quand même que notre intention et notre possibilité, donc c'est une annonce de stratégie, c'est que nous sommes en mesure de doubler ce volume quantique chaque année. Et c'est ce qui se passe là maintenant depuis 4 ans. Voilà, ça c'est un point important. Il y a aussi à tenir compte de la qualité des qubits, et c'est sur quoi on travaille beaucoup, comme l'illustraient un certain nombre des photos du début. Alors sur la page suivante. Ok, merci. Alors, et donc, ce qui est recherché actuellement, ce dont on parle, dont on a parlé pas mal en octobre dernier avec la suprématie quantique, c'est de savoir où on en est maintenant et vers quoi on se dirige. Alors ça, c'est la vue d'IBM. La vue d'IBM, il y a donc 3 étapes. Je vous en ai parlé longuement, la science de la physique quantique, donc depuis le début du siècle dernier. Et puis, à droite, l'objectif qui est l'avantage quantique. Alors, on dit avantage plutôt que suprématie parce que dans avantage, il n'y a pas la notion, l'idée que l'ordinateur quantique va tout faire. Il ne va pas être suprématie en position de suprématie par rapport au classique, à l'ordinateur classique. Il va produire un certain nombre d'avantages. Alors, un certain nombre d'avantages dans un certain nombre de domaines qu'on va voir tout de suite, et qui sont des domaines où on a besoin juste d'une force de calcul brute. C'est un peu ce que j'ai essayé de construire comme idée, c'est que on va pouvoir faire un calcul dans une grande dimension. Par contre, on le démarre, on l'arrête, il faut le faire 1000 fois. Voilà, il n'y a pas, c'est assez brut. C'est vraiment, il n'y a pas de système d'exploitation. Une fois qu'on l'a arrêté, c'est fini, il faut repartir. Mais ce qu'on veut, c'est avoir un certain nombre de cas où l'ordinateur quantique est avantageux donc par rapport à l'ordinateur classique. Ça veut dire qu'il va pouvoir calculer 1000 fois plus vite, 1 milliard de fois plus vite, et il va devenir avantageux. Pour l'instant, on est à la frontière. Il y a des cas très spécifiques qui ressemblent à du calcul quantique, mais qui n'en sont pas tout à fait, où on obtient l'avantage quantique. Sur des résolutions d'énergie hamiltonienne, sur le cas de Google qui a annoncé la suprématie quantique, avoir atteint une suprématie quantique en septembre ou octobre dernier, mais qui n'était pas un calcul. Voilà, il faudrait regarder dans le détail de quoi ça parle. C'est pas un calcul, c'est un calcul qu'on ne fait pas dans le monde classique. C'est un calcul pour voir si l'ordinateur quantique est vraiment quantique. Je vous le fais super court. Et donc aujourd'hui, on est au milieu. On est dans cette phase où on cherche à faire progresser. IBM positionne sa stratégie et sa vue, c'est de s'entourer de faire progresser la technologie à la fois sur les machines, à la fois sur l'environnement de développement et à la fois sur les cas d'usage. Donc on verra aussi des cas d'usage juste de chart après. Et on est dans le quantum ready. Donc on est sorti du laboratoire. La machine n'est plus réservée à des purs matheux ou des purs physiciens ou des purs algos. Maintenant, vous pouvez, en sortant de ce meet-up, aller travailler
ou découvrir et voir de vraies machines quantiques, c'est libre, elles existent. Il y en a 8 qui sont disponibles sur le cloud, librement, gratuitement, et vous pouvez. Je ne dis pas que c'est ça qui fera progresser la science le premier jour, mais c'est la démarche d'IBM de vouloir s'entourer et se faire challenger en même temps, parce que les utilisateurs vont nous guider là où ils ont besoin de cas d'application. Donc de vouloir s'entourer d'une grande communauté de manière à faire avancer à la fois la technologie, les algos et les applications qui vont là. Ok. J'ai une question, Jean-Michel de Bertrand, qui dit IBM met à disposition ses ordinateurs quantiques à distance via IBM Quantum Experience. Oui. Le max de qubits proposé est de 15. Quand pourra-t-on en Oui. utiliser plus et combien? Alors ça, je ne sais pas. Et très honnêtement, je ne le sais pas. Vraiment. C'est-à-dire que... Mais après, on peut faire des suppositions. Alors, il y a la catégorie des 8 machines qui sont disponibles par IBM Q Experience. Et effectivement, on a une machine à 1 qubit. Je vous expliquerai un autre jour pourquoi. Une machine à 5... 6 machines à 5 qubits, en fait. Et une machine, en effet, à 15 qubits, qui est d'assez bonne qualité. Et puis, il y a aussi un simulateur à 32 qubits. Enfin, un émulateur. C'est-à-dire que c'est un ordinateur classique, en fait, qui se comporte comme un ordinateur quantique, sauf qu'il a moins d'erreurs, mais il est limité à 32 qubits. C'est pas mal, 32 qubits, mais il faut les deux. Il faut les vraies machines et le simulateur. Ensuite, réservé à notre network, donc avec des partenaires avec lesquels on a un accord de partenariat ou même un contrat commercial, nous avons des machines à 20 qubits, à 28 qubits, à 53 qubits. Et ces machines-là, outre le fait qu'elles ont plus de qubits, comme je vous disais, elles ont une meilleure qualité de qubits, et puis elles ont une file d'attente qui n'est pas celle que vous pourriez rencontrer sur les 8 machines publiques. Voilà, elles sont, enfin, voilà, pour le coup, c'est plus pour les gens qui vont vraiment faire de la recherche avec ces outils-là. Il y a une question, par exemple, qui nous demande combien est-ce qu'il y a d'ordinateurs quantiques dans le monde. Alors ça, je pense qu'on n'a pas forcément la réponse. On sait qu'on en a chez IBM à la rigueur, mais et encore, je ne sais pas si on les connaît toutes. Alors, voilà, chez IBM, il y en a 16 qu'on connaît. Donc, les 8 que vous pouvez voir tout un chacun librement et gratuitement. 8 autres qui sont réservés aux clients et qui sont un peu les grosses machines, quoi, je veux dire. Et en même temps, à chaque fois que je dis grosses, les machines de meilleure qualité. Et puis, il y en a aussi une bonne dizaine qui sont des objets de recherche chez IBM. C'est-à-dire, elles sont disponibles, elles sont en train de... Voilà, ce sont des trucs particuliers. On fait de la recherche sur la topologie des qubits, sur plein de paramètres. Et comme on ne veut pas déranger les utilisateurs, et ben, on a nos machines aussi. On a une bonne dizaine de ça. Et puis, alors après, par contre, sur les autres constructeurs, je ne sais pas. Je sais pas. J'imagine que Google a à peu près le parc d'IBM, quoique sur Google, que je sache, vous ne pouvez pas directement aller programmer sur une machine quantique comme ça directement. Non. Bon, il y a d'autres produits. Voilà, allez, au monde, il y en a. Alors, après, c'est passionnant, ça soulève d'autres questions. Au monde connu, il y en a peut-être une centaine. Et le monde connu, il a un barycentre aux États-Unis, on va dire. Bon, il y en a en Suisse, hein, chez IBM. Mais il y a aussi le monde qu'on connaît peut-être moins, parce qu'il publie moins, c'est en Chine. On sait que les Chinois font beaucoup dans ce domaine. Peut-être d'autres endroits, voilà. Donc, je ne sais pas, j'ai pas une réponse exhaustive. Ok, merci Jean-Michel. Donc, on comprend que ça fait le buzz en ce moment pas mal, que ça ouvre des perspectives, mais est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des cas d'usage? Alors ouais, si on veut, ouais, il reste 2-3 minutes. Moi après j'ai un petit peu de temps pour ceux qui peuvent rester, mais si tu veux passer à la suivante, et on va essayer d'aller vite. Alors ça, ce sont pas des cas d'usage, c'était pour vous montrer les cas problématiques. Il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Essayez de placer 12 personnes sur une table quand vous avez des contraintes et que en fait vous avez 479 millions de manières de faire. Alors un peu moins parce que si vous considérez la rotation de la table autour d'elle-même, mais vous avez des millions de manières d'agencer une table de mariage, une seule. Je ne parle pas de 12 tables. Et si... alors, c'est pas grave, ça, on sait les compter. Par contre, si l'oncle Jacques ne peut pas être assis à côté de l'oncle Hubert, et ainsi de suite, si vous mettez des contraintes, vous vous trouvez par rapport à un calcul qui n'est pas faisable. Voilà. Aussi simplement que ça. Vous pouvez vous trouver par ça. En bas à gauche, il y a le voyageur de commerce. C'est pareil. Si vous voulez optimiser un chemin, alors si vous êtes un Air France et que vous voulez faire voler vos avions de manière optimale, c'est un vrai problème. Et 1% sur le chemin, c'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est pas faisable. Alors on a des manières de faire, hein. Il existe des algorithmes dits heuristiques,
qui fonctionnent bien et qui arrivent à des bonnes solutions, mais ils vous garantissent jamais la meilleure solution. Et ainsi de suite. Donc il y a tout un tas d'exemples sur cette page, mais si on veut passer à la suivante, je crois qu'on a un tableau qui résume un peu ça. Alors, avant le tableau, ça c'est une illustration un peu plus précise. On attend du calcul quantique peut-être des avancées qui seront très bénéfiques en sciences des matériaux et en chimie. Aujourd'hui, il n'existe pas de manière de calculer la forme ou l'énergie minimale, ou traduisez ça en, il n'existe pas de manière de calculer ce qui se passe du point de vue macroscopique sur des molécules et de le prévoir et de le prédire. Qu'est-ce qui est liquide à telle température? Qu'est-ce qui colle? Qu'est-ce qui fond? Qu'est-ce qui a telle couleur? On ne peut pas calculer. On ne peut pas calculer parce que vous voyez très vite que dans le tableau, il faut énormément de mémoire vive pour faire le calcul. C'est proportionnel au nombre d'électrons, et il y en a beaucoup des électrons, même dans une petite molécule. Et à droite, sur la colonne, on dit, ben voilà, ça par contre, on peut le résoudre avec un nombre de qubits qui croît, mais qui ne croît pas de manière exponentielle. Voilà. Et ça, c'est une promesse. Donc, un cas qu'on attend, c'est des progrès dans la science des matériaux. Plutôt que d'imaginer, enfin de faire des tests, et des tests longs et compliqués. Je parle de la chimie, je ne parle même pas de la biologie. Hein. Et donc de synthétiser des molécules et de tester leur comportement, on peut penser qu'on va calculer, des molécules, on peut en imaginer autant qu'on veut, on va calculer et on va pouvoir prédire qu'est-ce qui va être superconducteur, qu'est-ce qui va être ceci ou cela, et fabriquer ce matériau. Alors, il faudra bien sûr le tester pour vérifier, mais on pourrait avoir ça. Et certains prétendent que là-dessus, on a déjà un avantage quantique. C'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai encore entendu avant-hier. On peut passer à la suivante. Là, on fait le tour sur la suivante. Voilà, ça c'est le paysage de à quoi ça peut servir. Alors, on peut le détailler, cette affaire. C'est par domaine d'activité en vertical et par type d'algorithme à l'horizontale. Ce que dit ce tableau, c'est qu'à chaque fois, à chaque endroit où vous avez un petit titre, là, bon, alors je vais prendre, pour illustrer, je vais prendre financial service et optimisation. Et on voit portfolio management. Alors là, ça c'est un bel objectif des institutions financières, de faire du calcul sur leur portfolio. Et quand il y a quelque chose d'indiqué au croisement, eh bien, en fait, c'est le signe qu'il y a des papiers de recherche avec IBM et un joint, et avec IBM et un partenaire du réseau qui a pour titre, enfin, ou qui est dans ce domaine-là. Donc, et un papier de recherche, vous savez que ça veut dire qu'on a on a étudié l'affaire et on l'a un peu fait avancer. Donc voilà un peu le tableau de l'activité globale de qu'est-ce qui est en train d'innover et de progresser et d'aller vers un avantage quantique. Après, moi, j'ai une autre manière de le dire, qui est un peu plus puriste, pas forcément au bon sens du terme, mais c'est en fait, c'est un peu comme le machine learning. C'est un outil d'assez bas niveau, le machine learning, par rapport à l'application, et c'est un outil d'assez bas niveau, mais qui est applicable partout si on trouve le cas, quoi. Voilà. C'est une réponse un peu simpliste, mais voilà. Après, je vois dans le chat, faites-nous rêver. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à cette technologie? Eh ben, il y a des gens, ça me fait rêver perso. Et j'ai vu des gens qui calculent des molécules, alors des grosses molécules, là, le truc était assez imposant, rien que pour dire la formule, c'était compliqué, qui calculent des molécules qui pourraient être le bon catalyseur pour absorber le CO2 dans les pots d'échappement. Voilà. Ça, moi, ça me fait rêver. Parce que si effectivement on a quelque chose de cet ordre-là, on peut résoudre beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. On pense aussi, il y a un truc qui vient souvent, c'est moins connu, mais ça fait rêver quand même, le procédé Haber-Bosch pour fabriquer des engrais azotés. Ce truc-là, c'est ce qui fait vivre l'humanité, pour faire pousser du blé et tout ce qu'on plante à droite à gauche. Eh ben, ça coûte 4% de l'énergie mondiale, ça. Parce que le procédé, il est sous 500 bars, ou non, peut-être pas 500 bars, il est sous 20 bars à 500 degrés. Ça nous coûte un fric fou de fabriquer une énergie folle de fabriquer des engrais azotés. Ça, c'est un cas d'usage. Si on pouvait trouver quelque chose qui...
Alors là, enfin, on peut aller plus loin, mais en chimie, après, il y a la barrière de la biologie. Si on peut trouver et comprendre et directement aller vers la molécule je vais faire rêver là aussi, enfin, moi, qui m'empêche d'avoir envie de fumer, m'empêche d'avoir envie de manger quand je mange trop, ou m'empêche d'avoir envie, ou alors si j'ai une maladie, peut la combattre efficacement. Ben, là, on pourra dire qu'on a fait un pas, voilà, on aura changé les choses, quoi. Alors le deep learning là-dedans, le deep learning, oui, il y a des algorithmes. Alors, c'est un peu comme, j'ai été un peu vite peut-être sur la photo avec les scientifiques, là, la deuxième photo. C'est un peu comme le machine learning. Dans le machine learning, les matheux ont fait le travail depuis les années 50, 1950. Et ils ont fait le travail, ils ont conçu, et jusque dans les années 80, 90, il n'y avait pas de neurones artificiels performants dans les machines informatiques. Il n'y avait pas. Il y avait juste des gens qui faisaient de la théorie. Eh ben, ici, c'est un peu la même chose. Les gens ont fait des algorithmes sur le papier, sans machine, ils ont progressé, et il existe des algorithmes qui proposent une manière de résoudre la partie learning dans un deep neural net, hein, l'entraînement, voilà. Il y a des algorithmes qui font de l'algèbre linéaire et qui font de l'entraînement plus vite que sur une machine classique. Alors ça, voilà, le deep learning, c'est quelque chose, mais qui est à un horizon lointain, parce qu'encore une fois, les machines sont petites. Elles sont, euh, elles ont des erreurs. Elles sont bruitées. Donc je voudrais pas non plus que vous pensiez que en 2020, on va avoir un cas sur le machine learning. Je pense pas. C'est pas ce qui arrivera en premier. Je pense, le consensus, c'est il va arriver des petits cas en premier, peut-être dans le domaine combinatoire et financier, là, risk analysis, portfolio management, peut-être plus probablement dans la chimie, mais moins, je pense, à plus long terme dans le deep learning. L'algorithme dont je parle, il s'appelle HHL. Voilà, les gens ont prévu, ont parlé de ça. Enfin, ils ont publié là-dessus pour le deep learning, mais c'est pas encore là. Alors, un ordinateur portatif, oui, peut-être, c'est pas le but. Alors, enfin, franchement, là, on est sur des échelles de temps qui sont pas 2 à 5 ans, l'ordinateur portatif. Il va falloir, vous voyez, aujourd'hui, il faut faire des millikelvin, enfin, et puis, je dirais, c'est pas forcément le but, parce que il faut penser à une chose. Il y a une catégorie, enfin, si on veut avoir des ordinateurs, on veut quelque chose qui résolve des grands problèmes. Pas grands au sens d'humanité, des grands problèmes en termes de combinatoire. Donc il va toujours y avoir la recherche d'une machine qui est la plus performante possible. Ça sera longtemps. Et je vois pas que. Et on n'a pas besoin non plus d'avoir des milliards de machines. Nos téléphones portables fonctionnent très bien. Euh, donc je pense que le modèle dans lequel on déporte sur de grosses machines qui sont très performantes, c'est ce qui va rester. Voilà. Alors, ouais, j'ai épuisé le temps, je m'y attendais, c'est pour ça qu'il y a 3 épisodes, pour en faire plus si vous voulez. On peut, voilà. Ce que fait IBM là-dedans, c'est ce qui est marqué sur le dessin que vous voyez, c'est-à-dire que nous fabriquons des machines, nous fabriquons un environnement de développement, et Qiskit, et nous agrégeons un grand réseau de recherche dans les entreprises, dans les startups et dans les industries. On peut voir ça sur la page d'après. Voilà. Donc le réseau qui comptait 102 membres en début 2020, donc on a un tout petit peu plus actuellement, avec vous voyez vous voyez des grands noms de la chimie, de la banque à gauche, là, JP Morgan, Exxon, Samsung, Daimler. Et voilà, il y a plein, il y a tant à en dire. Et puis alors il y a les industries partenaires avec qui on co-développe. C'est avec eux qu'on remplit le tableau que je vous ai montré tout à l'heure avec les cas d'usage. Il y a les membres qui développent et ils sont très bien sans nous. Et tant mieux, ils ont des machines, ils ont du support technique, ils ont de l'échange entre eux, mais bon, ils développent pas avec nous et ils produisent. Et puis, il y a tout un tas de startups. Donc là, vous trouvez, dans ces startups-là, au total, là, vous trouvez un petit millier peut-être même un bon millier de gens qui vraiment connaissent l'algorithmique ou bien la physique des machines. Et puis, il y a des académies, donc parmi les plus prestigieuses. Et puis, il y a 2 noms qui apparaissent en jaune, ce sont les Français du réseau. Donc voilà, Quantifi, qui est une start-up sur la finance, qui est française, et puis l'Université de Montpellier, qui est française également. Donc voilà pour moi j'ai un petit peu de temps si vous voulez. Alors,
si vous voulez des questions, les visages existent. Alors, ouais, alors exactement. Alors la question du chiffrement et la question de la crypto. Ok. Alors oui, effectivement, dans le florilège des gens qui ont fait de la recherche, il y a quelqu'un qui est extrêmement célèbre, c'est Peter Shor. Peter Shor est toujours professeur à l'heure actuelle à MIT, et en 1990, à 2-3 années près, il a prouvé mathématiquement qu'en utilisant ce dont je vous ai parlé, la superposition, enfin les paradigmes du calcul quantique, on pourrait factoriser un grand nombre en ses facteurs premiers d'une manière qui est exponentiellement plus rapide qu'avec un ordinateur classique. Avec un ordinateur classique, il n'y a pas trop le choix, il n'y a pas d'algorithme très efficace. Les nombres premiers, c'est un peu compliqué. Il faut diviser le nombre, enfin, il faut tenter des divisions, les divisions, c'est pas donné. Il faut tenter des divisions jusqu'à ce qu'on tombe sur un facteur premier. Bon. Il existe une autre manière de faire avec un ordinateur quantique. On recherche des fréquences, on fait des transformés de Fourier, et on trouve que notre résultat sur le mapping de 2 puissance n qubits, quand on fait une transformée de Fourier, ben on voit un pic qui va nous correspondre à la fréquence d'un nombre par rapport à un autre. Voilà. Alors, je vais expliquer avec les mains là, mais donc voilà. Donc quand Shor a trouvé cet algorithme, là, il y a eu un engouement certain de beaucoup de monde, l'armée, les banques, sur la cryptographie, parce que le cryptage RSA, c'est le nom de 3 personnes, mais le cryptage RSA, c'est ce qu'on utilise tous les jours, 1000 fois, partout, dans Internet, dans les cartes bleues, voilà. Alors, et dans du chiffrement. Alors, par rapport à ça, oui, il y a des gens qui attendent que l'ordinateur quantique puisse casser les clés RSA à 2000 bits, qui sont à 2048 bits actuellement. Ça sera possible un jour, mais primo, c'est pas tout de suite, parce qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup de qubits. Il faut un grand niveau de qualité. Donc, c'est quelque chose qu'on situe dans 10 ans. Alors, donc oui, il y a un danger. Et c'est pour ça que les gens parlent beaucoup de cette affaire de Shor et de crypto. Alors, maintenant, il y a aussi la réponse à ça. C'est-à-dire que RSA, c'est basé sur le fait que c'est très difficile de factoriser, de trouver les facteurs premiers d'un grand nombre. Ben, voilà, ce qui s'est passé, c'est que depuis quand même quelques années, ce truc a été vu, et il existe maintenant des techniques de crypto qui sont à l'abri de cette attaque-là. Alors, elles sont plus complexes et tout ça, mais voilà, maintenant, ça y est, on le vend. Je crois que dans le Z15, dans la machine mainframe d'IBM qui est sortie en fin d'année dernière, on a un coprocesseur de ce style qui fait de la crypto autre que RSA. Donc, les technologies sont en œuvre. Le truc qui reste, c'est de dire, vous avez des données aujourd'hui que vous avez encryptées comme ça, mais vous souhaitez qu'elles soient inviolables pendant 30 ans, 50 ans. Alors maintenant, là, il vous faut vous poser un problème, c'est de reprendre ces données, de les réencrypter dans un mode non attaquable par le quantum. Donc oui, c'est un enjeu. Oui, pardon. Non, je te laisse finir, et après il va falloir qu'on arrête tout ça, enfin qu'on arrête le call, parce qu'il y a des gens qui nous disent qu'ils doivent partir. On avait prévu 13h15. Mais par contre, on va faire un truc, c'est que on va reprendre toutes les questions, et puis à la rigueur, on peut réorganiser une session de réponse en fait. Ah, si vous voulez. Ouais. Avant l'épisode 2, on peut faire une redite de ça, et puis basé sur les questions. Philippe, on va conclure rapidement les questions, on va les répertorier. La session prévue le 14 mai, on reviendra sur les questions, apporter des réponses à ces questions. D'accord. Ça me va. Si ça vous va, Ah, moi, tout me va. C'est super. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Michel. Toujours aussi passionnant. Toujours aussi passionné. Merci. Donc, moi, je vous propose une chose, c'est si vous avez des questions, donc vous avez, alors je ne sais pas si quelque part il y a ton adresse mail, Jean-Michel. Oui, elle est écrite sur la première page, c'est TO voilà, elle va s'afficher. Voilà. Voilà. Donc vous avez tous là l'adresse mail de Jean-Michel. À la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est que les personnes peuvent adresser des questions, et puis on organise la prochaine fois en début de meet-up. Voilà.
En tout cas, on D'accord. prévoit du temps pour y répondre, hein, ou du moins, voilà. D'accord. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci beaucoup à tous d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Ça fait chaud au cœur de tous se retrouver en ligne pour partager sur un Ouais. sujet aussi passionnant. Je Et dis juste un petit mot. Merci à tous. Donc, j'ai eu la question. Oui, vous pouvez communiquer effectivement avec Jean-Michel par email. Vous avez la possibilité de nous adresser via les contacts des communautés Meetup pour nous adresser toutes les questions. Nous avons 2 sessions prévues avec Jean-Michel du même acabit sur le quantique le 14 mai et le 11 juin. Sachez également, et ce sera dans les communautés que nous travaillons sur ce même genre de Digital Café, sur le machine learning et les règles métiers, sur l'optimisation, sur les cyberattaques des 24 derniers mois et comment les entreprises aujourd'hui font pour effectivement contrecarrer ces cyberattaques. Donc tout ça, vous aurez effectivement dans les différentes communautés les annonces respectives d'ici fin juin. Voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée.